Bonjour, bonsoir. Bienvenue à la ZX Academy. On se retrouve aujourd'hui pour continuer nos cours de médecine interne, où aujourd'hui nous allons voir le syndrome de Sjögren. Donc, comme petite introduction à ce cours, le syndrome de Sjögren est une maladie auto-immune, est une connectivite qui touche surtout les glandes exocrines. Et donc, elle est l'origine d'une infiltration lymphocytaire de ces dernières, d'où l'appellation une exocrinopathie auto-immune. Et donc, lorsque nous aurons un trouble des glandes exocrines, on aura un syndrome sec. Un syndrome sec qui est le maître symptôme du syndrome de Sjögren. On peut avoir parfois des manifestations extraglandulaires, notamment rénales, respiratoires, euh, euh, locomotrices, donc articulaires, ostéo-articulaires, etc. Et nous, surtout la caractéristique du syndrome de Sjögren, il peut être soit primitif ou bien secondaire. Donc c'est ce qui fait la différence entre la maladie et le syndrome. Rappelez-vous, en polyarthrite rhumatoïde, nous avions vu qu'il peut être la cause de l'apparition d'un syndrome sec. Et donc c'est un syndrome sec secondaire. Et donc nous, pourquoi il faut savoir cette maladie? Parce qu'on va voir qu'il y a une évolution assez importante. C'est une maladie pourvoyeuse de développement d'un lymphome. Donc c'est pour cela qu'il est très important de la mettre en évidence et de brancher ces malades à un suivi pour voir si un jour ils commencent à présenter des adénopathies suspectes. Donc voilà. Son traitement, il reste un peu difficile. Il n'y a pas vraiment de médicament qui agit contre la maladie, mais plutôt on donne un traitement symptomatique. Et bien sûr, comme pour toutes les maladies auto-immunes, il n'y a pas vraiment de traitement curatif. Voilà. Donc c'est la deuxième connectivité la plus fréquente après la polyarthrite rhumatoïde. Deuxième maladie auto-immune, voilà. Prédominance féminine. Le pic de fréquence est surtout en périménopause, donc un peu d'épidémiologie. Donc qu'est-ce qui se passe? Comme on a dit, chaque maladie auto-immune, c'est toujours le corps, les cellules immunitaires, ils attaquent le corps humain. Cependant, il y a certaines régions, ou bien une sélectivité, ou bien un territoire électif. Et donc pour le syndrome de Sjögren, c'est les glandes épithéliales. Et donc c'est ce qu'on appelle l'épithélite. Le syndrome de Sjögren est responsable d'une épithélite qui va ensuite envahir l'activité des glandes, les diminuer, et c'est ce qui va nous donner les manifestations que nous allons voir par la suite. Et donc il y a les plusieurs mécanismes mis en jeu, le stress, l'environnement, la génétique, etc. Tout cela qui va déclencher cette maladie auto-immune. Et elle va alors commencer à attaquer la cellule épithéliale par les lymphocytes T, les lymphocytes B, etc. Donc il y a des anticorps. Voilà. Cette interaction plurifactorielle qui ensuite induit l'activation du système immunitaire contre ses propres cellules épithéliales. Et donc on va le classifier en deux grands types. Donc le syndrome de Sjögren primitif et le syndrome de Sjögren secondaire ou bien associé à d'autres maladies auto-immunes. Comme on a dit, il peut être associé soit aux maladies systémiques, comme les connectivites, la polyarthrite rhumatoïde, le lupus, sclérodermie systémique, etc. et les maladies spécifiques d'organes. Donc on commence par un petit cas clinique. Donc une madame R, âgée de 52 ans, consulte pour des arthralgies inflammatoires diffuses, de myalgie diffuse et une asthénie. Donc voilà, c'est juste les plaintes de la malade. Et donc qu'est-ce qu'on peut évoquer? Donc devant ces manifestations, est-ce qu'on évoque une polyarthrite rhumatoïde? Oui, on a le droit de l'évoquer. Oui, Un lupus? oui. Pas vraiment. Ce ne sont pas des signes évocateurs. Un lupus, la médecine, il devrait surtout avoir une atteinte cutanée au premier plan. Des manifestations cutanées photosensibles qui ne sont pas présentes. Une sclérodermie systémique? Non. Non. Un syndrome de Sjögren? C'est possible. Et c'est ce qu'on va voir au fur et à mesure au niveau de ce cours. Une dermatomyosite? Oui. Non. علاش la dermatomyosite, d'abord, Attends, que... encore une fois, on a besoin d'une atteinte cutanée. C'est rare d'avoir D'accord. une dermatomyosite sans atteinte cutanée. عاوتاني. Ah, quel... Et la deuxième Oui. raison, c'est on a des myalgies, mais on n'a pas de déficit musculaire. Et Ah, ça ne touche pas les ceintures. Une dermatomyosite, en général, c'est les manifestations cutanées, un déficit musculaire, surtout au niveau des ceintures.
Donc, juste pour faire un peu la différence. Donc, ce ne sont pas des signes évocateurs. Bien sûr, si on disait est-ce qu'on a le droit d'évoquer? Est-ce qu'on a le droit d'évoquer? Alors, tu évoquer toutes les maladies auto-immunes. Mais est-ce que c'est en premier plan? Non. Si maintenant on élimine la polyarthrite rhumatoïde et le syndrome de Sjögren, mais au début, on ne va pas commencer par une dermatomyosite ou bien un lupus ou bien. Il n'y a pas d'atteinte cutanée au premier plan. Voilà. Donc le syndrome de Sjögren, on va voir, c'est une triade surtout. Une triade. Le syndrome de Sjögren est la maladie auto-immune la plus pourvoyeuse de signes généraux. Il y a une énorme altération de l'état général. Mais si énorme, mais on constate que par rapport à d'autres maladies auto-immunes, elle altère la qualité de vie. Et donc il y a une douleur diffuse et qui peut toucher n'importe quoi. Arthralgie, arthrite, myalgie, myosite, non destructrice. Ensuite, il y a l'asthénie, c'est l'altération de l'état général, répercussions psychiques, etc. Et la sécheresse, le syndrome sec. Et on va voir que le syndrome sec, il touche toutes les régions du corps où il y a des glandes exocrines, notamment l'œil, la bouche, donc xérophthalmie, xérostomie, etc. Nasal, cutané, xérose cutanée, voilà. Voilà, comme on a dit, on a le droit d'évoquer en premier plan les deux maladies. Donc on continue avec notre cas clinique. L'interrogatoire, lorsqu'on commence à parler avec la patiente, il relève la notion de sensation de sable dans les yeux. Une sensation de sable dans les yeux. Et le besoin de boire des gorgées d'eau pendant les repas afin d'être capable de bien avaler. Et donc, quel diagnostic a évoqué chez cette madame? La sécheresse, Sjögren. c'est évident. Ça, Sjogren بوحده. ما يجعل البارح. Encore une fois, on peut garder la polyarthrite rhumatoïde. Et la polyarthrite rhumatoïde, c'est un syndrome sec, secondaire. Donc, حيت ها هو عندك هنا ان سندروم سيك ياك محمد. كاين سندروم سيك في بوليارتريت زعما Oui, كاين سندروم سيك بلا سندروم جوغرين ولا افيك سندروم جوغرين. voilà. Donc, le syndrome sec, ce sont des manifestations. Mais l'atteinte auto-immune en elle-même, هذيك حاجة أخرى. Donc, les manifestations cliniques, comme cette femme elle décrit, c'est ce qu'on appelle le syndrome sec. Et donc, le syndrome sec, c'est lorsqu'il y a un problème au niveau d'une glande exocrine, et donc elle ne sécrète pas assez, ce liquide biologique. Au niveau de l'œil, c'est les sécrétions lacrymales. Et rappelez-vous, les larmes, elles ont plusieurs rôles. Ce n'est pas juste pour pleurer. Donc, premièrement, les larmes, d'abord, elles ont un rôle antiseptique. Antiseptique, يحميوا l'œil. Et donc, il y a aussi le rôle de protéger l'œil contre le ghobra ديال l'air, etc. Ainsi que, elle permet de fluidifier la surface oculaire. Et donc, ce qui va se passer, c'est si on a une diminution des sécrétions lacrymales, le patient ou bien la patiente, il va décrire des brûlures oculaires, des sensations de corps étranger, des clignements augmentés. Pourquoi? Parce que هذاك الشويه ديال les larmes اللي عنده غيحاول يحافظ عليهم. C'est ce qui se passe si on garde l'œil ouvert trop longtemps, il va se sécher. Et donc c'est même pour la personne normale. Essayez de garder les yeux ouverts trop longtemps et vous allez sentir les yeux brûler. Parce que les larmes sont séchées et donc il y a un contact direct avec de l'air. Normalement, il y a ce film qui protège l'œil. Et donc, si on garde les yeux trop longtemps, il y a ces sensations de brûlure qui nous forcent à cligner des yeux. Donc, la douleur oculaire et parfois même des troubles de la vision. Et là, il faut très attention parce qu'elle peut évoluer vers une kératite. Une kératite qui est assez grave. Ensuite, une sécheresse buccale, c'est ce qu'on appelle la xérostomie. Donc, une bouche sèche, une langue fissurée, un problème pour avaler, pour mâcher, un problème pour articuler, parce que l'articulation, elle a besoin de fluidifier la langue. Je ne sais pas si vous aviez déjà été stressé dans votre vie. Et donc, lors d'une période de stress, rappelez-vous, les sécrétions buccales, elles deviennent trop muqueuses, trop lourdes.
Et donc, ils rendent le liquide pas assez fluide. Et donc, ils ne lubrifient pas la fente orale. Et donc, si elle n'est pas lubrifiée, on aura des difficultés à parler. Donc, une parole saccadée, etc. Donc, difficulté à parler, intolérance à la nourriture, etc. Et bien sûr, la salive, encore une fois, elle aussi, elle a un rôle antiseptique. Et donc, on peut avoir des caries dentaires, des mycoses récidivantes, etc. Et cette sécheresse peut être aussi dans d'autres régions. La peau, donner une peau sèche, une xérose cutanée, sécheresse nasale, vaginale chez la femme, etc. Voilà. Donc, comme on a dit, on a le droit de garder les deux diagnostics. Et donc, maintenant que nous avions entendu la femme décrire le syndrome sec, qu'est-ce qu'on va faire? Quels sont les examens paracliniques qui vont nous permettre d'objectiver les anomalies? Donc, on va les voir. Donc, comment objectiver le syndrome sec? Donc, il y a quelques tests, notamment, premièrement, pour mettre en évidence la sécheresse oculaire, c'est le test de Schirmer. C'est quoi le test de Schirmer? Normalement, lorsqu'on place quelque chose à proximité de l'œil, d'une manière réflexe, il y a un larmoiement excessif. Et donc, chez un patient atteint du syndrome de Sjögren, il n'y aura pas ce larmoiement. Et donc, nous, pour le mettre en évidence, on va mettre un papier. C'est ce qu'on appelle un papier buvard. Il va absorber l'eau, les larmes. Et on va les mettre au niveau de l'œil. Et on va juger en fonction de la quantité de larmes qui a été absorbée de l'atteinte du syndrome sec. Si la distance parcourue par le papier buvard est inférieure à 5 mm pendant 5 minutes, on dit que le syndrome sec est sévère. Donc ça, c'est le critère. Voilà, 5 minutes. Sinon, il y a le break-up time. Le break-up time, c'est le temps nécessaire pour avoir une rupture du film lacrymal, parce que normalement, qui continue. Donc, s'il est inférieur à 10 secondes, c'est en faveur d'un syndrome sec. On peut aussi faire un test, ce qu'on appelle un test de rose bengale. Un test de rose bengale, il objective une kératite ponctuée, qui est une complication du syndrome sec. Voilà. Ensuite, on va tester la sécheresse buccale. La sécheresse buccale, on va faire surtout, on va palper les glandes parotides pour mettre en évidence une hypertrophie de ces dernières. Sinon, on peut faire un test au sucre. C'est quoi le test au sucre? Normalement, au niveau de la bouche, l'amylase est sécrétée pour dégrader les sucres, la première dégradation. Mais si nous avons un syndrome sec, il va dépendre de sa sévérité. Au niveau de la bouche, les sécrétions seront incapables de dégrader le sucre. Et donc, on va mettre un morceau de sucre et on va trouver que même à 5 minutes, le morceau de sucre, il est persistant. Ça veut dire que au niveau de la bouche, il y a un déficit au niveau des sécrétions exocrines. Sinon, on peut faire une scintigraphie des glandes salivaires, une cyalographie parotidienne, etc. Donc, voilà. Donc, en général, les tests les plus importants à retenir, c'est le test de Schirmer et le test de sucre. Donc, c'est juste pour objectiver un syndrome sec. Cependant, pour mettre en évidence l'épithélite, c'est l'histologie, c'est l'anatomie pathologie. Et donc, pour mettre en évidence l'épithélite, on a besoin d'une biopsie des glandes salivaires. Lorsqu'on fait une biopsie, on va mettre en évidence cette infiltration lymphocytaire au niveau des glandes exocrines. Et donc, on aura confirmé cette épithélite auto-immune qui a une grande valeur diagnostique pour le syndrome de Sjögren. Voilà. Donc, comme on a dit, les tests que nous allons faire, c'est surtout le test de Schirmer et le test au sucre. Pour objectiver les anomalies, le syndrome sec. Et donc, les tests pour faire le syndrome sec, pour mettre en évidence le syndrome sec. Sinon, il peut y avoir d'autres signes, surtout les signes généraux, parce que comme on a dit, elle est la plus pourvoyeuse d'altérations d'état général, donc asthénie, fatigue chronique, des manifestations musculosquelettiques, donc elle peut être soit liée à la polyarthrite rhumatoïde, ou bien il peut être le syndrome sec isolé, dans le syndrome de Sjögren. Donc arthralgie, arthrite, myalgie, etc. Mais la différence entre les arthrites du syndrome de Sjögren et les arthrites de la polyarthrite rhumatoïde, c'est quoi à votre avis? Quelle est la différence principale?
Non destructrice. Elle est non destructrice. Excellent. Voilà. Donc les arthrites du syndrome de Sjögren, même si elles récidivent et elles évoluent, elles sont non déformantes et non destructrices. On peut avoir aussi des manifestations respiratoires parce que c'est normal, même au niveau de l'appareil respiratoire, il y a les sécrétions exocrines. Donc on peut avoir une toux sèche, une gêne respiratoire, des trachéobronchites sèches, parfois des bronchiectasies, bronchites à répétition, etc. Sinon, on peut avoir des atteintes neurologiques. Donc c'est ce qui rentre dans le cadre d'un neurosjogren. Peut être soit périphérique ou bien central, donc des déficits. Et là, faire très attention, on peut avoir la cryoglobulinémie. Donc la cryoglobulinémie doit faire évoquer une vascularite ou une cryoglobulinémie qui va mettre en évidence au niveau de l'ENMG. Et donc la cryoglobulinémie, c'est quoi? C'est une atteinte surtout liée aux vascularites. Et donc il faut l'évoquer aussi. Il faut chercher les vascularites sous-jacentes. On peut voir aussi des atteintes cutanées, donc vascularite cutanée, purpura vasculaire, purpura thrombopénique. Une atteinte rénale, donc là, faut faire très attention. L'atteinte rénale, elle est surtout interstitielle, à la différence de l'atteinte rénale dit le lupus, rappelez-vous. Le lupus, c'était une atteinte glomérulaire. Excellent. Glomérulaire. Qu'est-ce que c'est que le glomérule rénal alors que c'est l'interstitium? Une atteinte digestive, dysphagie, c'est normal parce qu'il y a des sécrétions exocrines, gastrite atrophique, insuffisance procréative exocrine, etc. Voilà. Donc on continue notre cas clinique. Donc quels sont les examens? Donc l'examen clinique a objectivé une parotidomégalie, une xérophthalmie à l'examen ophtalmologique et les anti-CCP étaient négatifs. Et donc la citrulline, ديال polyarthrite rhumatoïde. Donc quels sont les examens paracliniques à demander pour retenir le diagnostic? Donc à votre avis, quels sont les examens qui vont nous permettre d'avoir des éléments en faveur du syndrome de Sjögren? Biopsie. Une biopsie ضروري كاينه. Des anticorps anti-SSA كاينه. Des CPK نقدر ندوموندي حتى هما نقدر ندوموندي. نقدروا ندومونديوهم. مي دي سي بي كا واش غيعاونوك باش تغوتوني الديagnostic دو Sjögren? Est-ce que c'est un élément مثلا entre guillemets spécifique? Non. Non. Un test de Coombs, est-ce qu'il est spécifique? لا لا Un hémogramme, est-ce qu'il est spécifique? لا لا. Non. هادو tu as raison Mohamed, on a le droit de les demander. Mais est-ce que c'est dans le cadre pour retenir le diagnostic? Non. C'est plutôt pour évaluer le retentissement. Et les signes associés, soi-disant. On peut avoir une myosite. Et tu as raison. On a le droit d'évoquer de demander des CPK. Un test de Coombs. Une anémie hémolytique auto-immune associée. Un hémogramme, surtout pourquoi? Pour chercher un lymphome. Il y a les globules blancs qui sont là. Donc c'est surtout le retentissement ou là l'évolution. Mais ce n'est pas pour confirmer. فهمتيني؟ غا هاد الجوج اللي كنكونفيرميو بهم. Donc on va demander كاينين des anomalies non spécifiques كما قلت راه on a le droit de les demander. Donc syndrome inflammatoire, anémie inflammatoire, CRP élevé, l'électrophorèse des protéines, elle va montrer une hypergammaglobulinémie polyclonale, ça peut être un lymphome مثلا اللي بدا كيتكون. Et il peut s'individualiser par la suite et devenir monoclonal. Ou tu mec il ولا monoclonal, il faut faire très attention. Une leucopénie, lymphopénie, etc. Sinon on peut avoir des anomalies immunologiques. نعم محمد. بوليكلونال حيت عندنا انفلاماسيون. L'inflammation, voilà. Les anomalies immunologiques, on peut avoir des anticorps antinucléaires positifs. Une fluorescence mouchetée. Mouchetée, si je me rappelle, c'était des gros grains. Ou les petits grains, j'ai oublié exactement ce qu'il y a immunologie. Les petits grains, voilà. Et donc, c'est soit les anticorps SSA, syndrome, littéralement, Sjögren, syndrome de Sjögren A ou bien syndrome de Sjögren B. Donc, il y a des anticorps. Sinon, on peut voir le facteur rhumatoïde positif dans 2 tiers des cas. On peut trouver aussi une cryoglobulinémie associée. Voilà. ياسين Mais, نعم محمد. شنو هي ديك نتلفها شنو هي ديك كريوغلوبين هي بيغ فاسكولار. Exactement, je ne sais pas encore. Exactement, chez la cryoglobulinémie. C'est juste des auto-anticorps. Apparemment, ce sont des anticorps froids. Mais c'est bien des cryoglobulinémie. Des anticorps froids. Donc, ils sont pas vraiment pourvoyeurs de lésions graves. Mais détails, je sais pas exactement. On a un cours, Inch'Allah, مع le vascularite.
مازال ما درناش كاين. Si je me rappelle, c'est surtout les vascularites, il y a les petits vaisseaux, la cryoglobulinémie. Donc voilà. Et bien sûr, on a un petit détail. Le facteur rhumatoïde, il est positif, mais il y a un facteur rhumatoïde de type différent. Rappelez-vous, le facteur rhumatoïde, le polyarthrite rhumatoïde, il est de quel type d'anticorps? هذاك سميتو كاين جوج Ah, كاين Kane. اونتي هذاك لي اونتي كارديوليبين Oh là, اونتي بيتا 2 les autres manifestations. Mais quel type d'anticorps? Est-ce que c'est IgG, IgM, IgA? اي جي ام IgM. Le polyarthrite rhumatoïde, il est de type IgM. Mais là, le facteur rhumatoïde positif, qui est quoi? IgA. IgA. Ce n'est pas le même facteur rhumatoïde. C'est différent. Voilà. Dia le syndrome de Sjögren. Mais dès qu'on a IgM, c'est une polyarthrite rhumatoïde des syndrome sec. Donc, ce sont quelques finesses qui nous permettent de faire la différence. Est-ce que c'est primitif ou le secondaire? Voilà. Bien sûr, comme toutes les maladies auto-immunes, le diagnostic positif repose sur un faisceau d'arguments cliniques et paracliniques. C'est surtout immunologique, histologique et le syndrome sec clinique. Donc, critère d'inclusion, c'est la sécheresse, soit oculaire, soit cutanée, soit buccale, avec quelques manifestations, soit les anticorps, soit le test de Schirmer, etc. Donc, c'est un ensemble de manifestations. Voilà. Donc, comme on a dit, quels sont les examens qui permettent de retenir le diagnostic? Voilà. Bien sûr, là, il faut faire très attention au diagnostic différentiel, parce qu'un syndrome sec, on peut avoir شي حاجة أخرى اللي كديرها لك. مثلا devant une parotidomégalie. ياسين شنو كان جا فيك اللي دار لك une parotidomégalie؟ Les oreillons. هي أول وحدة. أول diagnostic différentiel principal. شوهني يا صاحبي. صافي انت راه كنت قلتها فلونفي حيت تفكرتك. Sinon, cytomégalovirus, etc. Sinon, qu'il y ait d'autres causes systémiques comme la sarcoïdose, l'amylose, lymphome. Des causes nutritionnelles, notamment les intoxications alcooliques, ou bien les gros mangeurs, c'est normal parce qu'ils mangent tellement, ils vont induire une hypertrophie de leurs glandes salivaires, ils mangent beaucoup. Une cirrhose du foie, hyperlipoprotéinémie, diabète, etc. Ou bien une tumeur parotidienne. Un adénome pléomorphe, مثلا. Rappelez-vous, plus la glande est grande, plus la tumeur est bénigne. Voilà, donc une tuméfaction parotidienne n'est pas toujours la parotidomégalie liée au syndrome sec. Donc une parotidomégalie plus une sécheresse. Sinon, il y a d'autres causes du syndrome sec, le vieillissement, la carence oestrogénique, le port prolongé de lentilles de contact, il peut irriter l'œil, diabète déséquilibré, amylose, sarcoïdose, etc. Donc il y a plusieurs autres causes le syndrome sec. Et des médicaments. Donc c'est pour ça. Les médicaments. Les bêta-bloquants maintenant. Les bêta-bloquants qui sont chez Bassani. Bêta-bloquants. Alpha-bloquants, oui. Donc là, on va demander aux patients, est-ce que vous prenez un médicament? Si il y a un doute, on peut chercher en ligne. Est-ce que ce médicament est pourvoyeur de... Voilà. Donc on continue notre cas clinique. Donc une fois qu'on a retenu le diagnostic, quelles sont les complications qu'on craint? Les complications, à votre avis. Donc est-ce qu'on craint une hypertension artérielle pulmonaire? Non. Non. D'abord, je vais être honnête avec vous. L'hypertension artérielle pulmonaire, elle est possible. Mais ce n'est pas le même mécanisme. Ce n'est pas le même mécanisme que le lupus. Lupus, directement qu'avec l'hypertension artérielle pulmonaire. Sclérodermie. Par contre, l'hypertension artérielle pulmonaire, le syndrome de Sjögren, c'est indirect. La destruction parenchymateuse, les vaisseaux. Soi-disant. Donc on va dire non. C'est l'évolution, elle est lente, elle est... Voilà. Des déformations articulaires. Non. Non.
Un ulcère cornéen. وي Oui, كاين. La kératite, غتبدا تثقب. L'œil, il est protégé par les larmes. Mais s'il n'y a pas cette protection, il va commencer à s'ulcérer. Une transformation lymphomateuse. Oui. Oui. Une insuffisance rénale. Oui. وي Oui. Excellent. Donc, هادشي اللي كاين. Donc, les complications qu'il faut craindre, des kératites, un ulcère cornéen, comme on a dit, l'insuffisance rénale, si elle n'est pas diagnostiquée et traitée, et les lymphomes. C'est une complication redoutable. Mais en général, il y a un lymphome de bon pronostic, notamment les lymphomes de la zone marginale, lymphome de type MALT, mucosal associated lymphoid tissue, donc un lymphome ديال les muqueuses. Et c'est au niveau des muqueuses, il y a des glandes exocrines, tout simplement. Donc en général, les MALT et les BALT sont des lymphomes de bon pronostic, donc pas grade de malignité. Localisation, c'est surtout au niveau des glandes salivaires, poumons, estomac, donc voilà, le BALT, le MALT, etc. Et donc à suspecter si apparition d'un syndrome tumoral, d'une vascularité cryoglobulinémique, d'une hypogammaglobulinémie, ou bien une hypergammaglobulinémie monoclonale, etc. comme on a dit. C'est pour cela ces patients, ils ont besoin d'une surveillance régulière. Une fois qu'on fait le diagnostic d'un syndrome sec, ça y est, on ne doit pas juste le libérer, en donner un traitement symptomatique au mergèche. On a besoin d'un suivi. Voilà. Voilà, les trois complications à craindre. Donc on continue notre cas clinique, possiblement la dernière question. Donc quels sont les traitements prescrits? Donc une corticothérapie à forte dose, à votre avis. نحاولوا حنا نغيزونيو. À votre avis, est-ce qu'on va donner une corticothérapie? لا Oui. Oui, oui, pourquoi? Non, pourquoi? J'aimerais bien entendre votre raisonnement. علاش زعما؟ حيت مرض اوتو ايميون اللي لانفوسيت هما اللي كيعطاكيو لك هذوك D'accord, c'est une maladie auto-immune, lymphocytes, valid. عندك الحق, corticothérapie. Mais هنا, il faut bien raisonner. Est-ce que n'importe quelle maladie auto-immune يقدر انك نعطيو une corticothérapie? لا يمسك انك نعطيو لا corticothérapie مثلا في سكليروديرمي. سكليروديرمي واش مباشره كنا كنعطيو ان تريتمون اغريسيف ولا كنا كنتسناو شي حاجه؟ شنو كنا كنتسناو؟ دابا انت الموضوع اوتويميون اللي كنعطيو فيهم كورتيكويد كنتسناو بحال كنقصوا داك لي سين كلينيك باش زعما يتاميليور باسيون. هنايا اصلا عندي ديستركسيون ديال لي كلون ميمكنش يرجعوا، فهمتي؟ دونك انت بحال غتعطي كورتيكوثيرابي راه ما كدير والو، ديجا ما ديستركسيون ديال لي كلون ماشي Mais c'est surtout, voilà, la corticothérapie, lorsqu'on a des atteintes viscérales. Toutes les maladies. La corticothérapie, les atteintes viscérales. Parce que tu casses le poumon, le rein, le cœur. Il faut commencer à donner la corticothérapie. Alors, on peut donner la corticothérapie, mais elle n'est pas systématique. Regardez la question. Quel traitement prescrire systématiquement? On peut dire, parce que cette femme عندها des arthralgies. خاصك تعطيها des anti-inflammatoires. Donc هنا les anti-inflammatoires, la corticothérapie à faible dose, c'est un anti-inflammatoire. C'est vrai. Mais je préfère que نعطيوها plutôt l'aspirine ولا شي حاجه بحال هكاك. ما غاديش نعطيوها corticothérapie à faible dose من الاول. حيت elle n'a rien. En réalité, elle n'a rien. Elle a seulement l'atteinte exocrine كما قال لك محمد. Et donc l'exocrinopathie, on va voir que كاين un traitement symptomatique اللي فعال و زويون. C'est bon? Voilà. Donc la corticothérapie, elle n'est pas systématique. Seulement lorsqu'on a des manifestations soit viscérales ou bien des inflammations majeures. C'est la moyenne. Donc corticothérapie, حيدنا. Un immunosuppresseur. Voilà, c'est le même raisonnement. L'immunosuppresseur, c'est lorsque la maladie... Bien sûr, il faut raisonner. La balance bénéfice-risque, دايما نرجعوا نفكروا اذا عطينا immunosuppresseur quel est le gain اللي غنربحو؟ اول حاجه كما قال لك محمد on ne va pas revenir, on ne va pas réobtenir une fonction glandulaire واعره. On peut avoir une amélioration certes, mais ماشي c'est pas, ça va pas être grand chose. Donc l'immunosuppresseur, il va être une cause. Non?
solution temporaire زعما tu ne vas pas régler هذاك البروبليم mais bon بحال كتعطي واحد الانترفال سي بون قريبا. L'immunosuppresseur, non, pas vraiment. Et l'immunosuppresseur, si on le commence, il va être gardé à vie. Donc l'immunosuppresseur, lorsque la maladie auto-immune, elle menace le pronostic vital. Mais on voit que le syndrome sec, c'est plutôt une atteinte auto-immune qui est bénigne, زعما. Elle n'est pas grave. فهمتوني؟ حيت même les complications. واش شفنا que ان هنا elle menace le pronostic vital. Ce n'est pas comme les autres maladies auto-immunes اللي هضرنا عليهم. Polyarthrite rhumatoïde, c'est le pronostic fonctionnel. ما غاتبقاش تحرك. Donc كنا كنعطيو un traitement agressif. Sclérodermie, les atteintes viscérales, elles peuvent tuer la malade ou le malade. Lupus, شفنا راه بلي الايفولي حتى هو vers l'insuffisance rénale. هنا واش شفنا شي حاجه اللي خطيره. Limite insuffisance rénale, mais elle est quand rare. même quand même فهمتيني غي افيكتي لا كاليتي في ديال الباسيون ولكن جو انا بونس متفق علاش معك. l'immunosuppresseur pour que une simple raison c'est que انه غي exposer le patient pour des واحد les manifestations pathologiques Très bien. اخرين Très bien. Donc فهمتي هذا هو هذا الريزونمون. هذا هو الريزونمون اللي خصو يكون. Quand est-ce qu'il faut donner un médicament? C'est lorsqu'on évalue qu'est-ce qu'on va gagner par rapport au risque. Chez ces malades, est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a un traitement alternatif? ديال هذا le syndrome sec. Le syndrome sec, le traitement symptomatique, il est très simple. تقطيره ديال العينين و lorsqu'elle veut manger, كتشرب بزاف د الماء. Ça y est. Et elle ne va pas sentir هاد le syndrome sec. Alors que si on met un immunosuppresseur comme a dit Taha, le risque qu'on court, il est majeur. كبر من le gain. Sauf, bien sûr, lorsqu'on a une manifestation viscérale ou grave. Et on peut avoir un syndrome sec qui touche le rein ou le poumon, etc. De l'hydroxychloroquine, il y a des indications. L'hydroxychloroquine, si je me rappelle, c'est pour éviter. قلتي C'est pour éviter. كنعطيوك Oui. اف ديالو اون مضروع ولا ايمينيمولاتور ولا شي. Si je me rappelle aussi, l'hydroxychloroquine, il n'est pas tératogène. واقيلا. ياك ولا لا؟ صراحة نسيت. Donc on peut la donner pour la femme enceinte. خلينا نتحقق باش je ne dis pas de bêtises. كنعطيو لك المونسان Hydroxychloroquine tératogène. Un léger sur-risque. Donc léger. Chouïa. Bon, c'est pas comme les autres traitements. Donc on switch à l'hydroxychloroquine pour les femmes enceintes. Mais Tchani, il est un immunosuppresseur qu'on indique seulement lorsque il y a une atteinte viscérale. Et finalement, des larmes artificielles. Oui, Oui. bien sûr. Donc c'est le seul traitement systématique. Dayman. Le syndrome sec, Ouais. traitement symptomatique. Toujours indiqué. Ah, Mohamed. مزيان يرجع ديال السينتيز. Pardon? traitement ديال السيندروم ديال شلوغرين بحال les infections virales. True. En réalité, les antiviraux, ils ne sont pas aussi efficaces que les antibiotiques. Les antibiotiques يقتلوا la bactérie. ولكن les antiviraux راه ما كيديروا والو الفيروس. ماشي هكاك غير على حسب الوقت فهمتيني الفيروس خصك تعطي لي زونتيفيرو في هذيك لي 48 اور انت اصلا ديك 48 اور ما عمرك تقدر تبريسيزيهم اصلا. Voilà. Donc le traitement, un petit mot concernant le traitement, comme on a dit la prise en charge, il n'y a aucun traitement systématique sauf le traitement symptomatique. Donc les objectifs, améliorer la qualité de vie, mais et traiter précocement les atteintes viscérales. Mais comme on a vu, le syndrome sec, c'est parmi les maladies auto-immunes les moins méchantes. Donc traitement symptomatique des substituants lacrymo. La xérostomie est plus difficile, il y a la stimulation locale par des chewing-gums, par des bonbons acidulés, hygiène bucco-dentaire, chlorhydrate de pilocarpine, mais il n'est pas disponible au Maroc. Le traitement de fond, il n'est pas systématique comme les antiproliférations, donc limite la prolifération lymphocytaire par le plaquenil, les corticoïdes et immunosuppresseurs lorsqu'on a une atteinte systémique comme rénale, pulmonaire, etc. La cyclosporine. شتي هاد البلاكيني راه هو هيدروكسيكلوروك. D'accord. نقدر نعطيو كيما ماشي سيستيماتيك. La cyclosporine, c'est surtout pour l'atteinte oculaire lorsqu'on suspecte la kératite, les ulcères. Voilà.
Il y a aussi des traitements ciblés, la biothérapie, des anti-CD20 et le rituximab pour attaquer le lymphocyte qui sécrète les anticorps. Indication est validée dans 2 complications qui sont soit les cryoglobulinémies ou bien les lymphomes ou le rituximab. Voilà. Donc, comme on l'a dit, le seul traitement systématique, c'est le traitement symptomatique. Donc, on continue notre cas clinique. Finalement, ça y est, on a retenu le diagnostic. On a dit à la patiente de prendre un traitement. Quel est le suivi qu'il faut indiquer? Qu'est-ce qu'on craint chez cette patiente? Donc, d'abord, c'est le cours et on a vu qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qu'on craint? Est-ce qu'on doit faire une biopsie labiale annuelle? Non. Non. Et ça y est, on a fait la biopsie labiale une seule fois pour retenir le diagnostic. Est-ce qu'on fait un examen clinique biannuel? Oui, possible. على وي Oui, possible. Je sais pas ça exactement le rythme. Est-ce que c'est une fois par an, une fois tous les 3 mois? Mais غالبا غيكون oui. Une protéinurie de 24 heures trimestrielle. وي oui, زعما تشوف les insuffisances rénales واش Je pense non. Non à Mohamed. Voilà, l'atteinte elle est interstitielle à Mohamed. L'atteinte interstitielle c'est l'insuffisance rénale mais ماشي la protéinurie. La protéinurie voilà, c'est pas خصك une atteinte glomérulaire. Non? هذا ماشي فورم ديال الانسيفيزونس غينال لا بروتينوري Non. Non, la protéinurie c'est pas une insuffisance rénale. هادو جوج حوايج مختلفين. فورم علاش لا صاحبي اذا بغينا ندخلوا شويه في هاد لي ديفينيسيون لا بروتيينوري سي ان بروبليم ديال لا بارير دو فلتراسيون ولا لا ريابسوربسيون. يعني لو غان ني با كابابل ديال انها تفلتري دونك راه انسيفيزونس غينال. نو سوا الفلتر ديالو مفتوح بزاف سي بالعكس جو ديري كو سي لانفيرس ديال لانسونس غينال. اون بروتيينوري ça veut dire que les fontes de filtration واسعين et donc اي حاجه كتخرج في لي زورين. Alors que l'insuffisance rénale, c'est l'anurie. Il n'y a plus d'urine. Bien sûr, le syndrome néphrotique, il peut évoluer vers l'insuffisance rénale et qu'il y a un lien binatum d'évolution. Mais ce n'est pas la même pathologie, ce n'est pas la même manifestation, ce n'est pas la même atteinte. Une protéinurie, c'est une fuite. Ou bien un problème tubulaire. Les tubulopathies qui ont une protéinurie. Ou non, c'est l'affaire ديال spécialiste qui يقول لك tubulopathie ولا مثلا protéinurie sélective non sélective والانواع ديالها quel type de protéine هادشي سي لي ديتاي ديالهم هما. مي كيما قلت لك لا بروتينوري سي با لانسيونس غينال. لانسيونس غينال خصك دي اف جي ولا ولا اوريكريات وصافي الرابور لا الرابور الفيكريات هذاك راه هو بروتينوري اوريكريات دي اف جي صافي هذه انسيونس غينال صافي. فوالا. Est-ce qu'on va faire une électrophorèse des protéines? Oui, oui. Bien sûr. Une électrophorèse des protéines pour voir est-ce qu'on a des protéines plasmatiques pour voir si on a le lymphome, un pic monoclonal. Est-ce qu'on va faire un examen ophtalmologique avec évaluation des sécrétions lacrymales? C'est le mono ou le poly? Lymphome qui attaque une monoclonale. Lymphome. قبيله بوليكلونال. قبيله بوليكلونال حيت عندنا l'inflammation. Un syndrome inflammatoire qui attaque un pic polyclonal. Mais اذا ولات عندك لا كومبليكاسيون ديال الليمفوم كيولي مونوكلونال. انت نرجع دغيا الكومبليكاسيون و voilà. Le lymphome, c'est lorsqu'on a une hypergamma-globulinémie importante, plus ou moins monoclonale. Ça veut dire que ولا عندك le lymphome. حيت le lymphome, c'est une prolifération d'une seule cellule, monoclonale. ياك ولا لا؟ هذا غير في الكومبليكاسيون، اما في العادي غنلقى بوليكلونال. اما في العادي عندك بوليكلونال وي. Un syndrome de Sjögren normal عندك un syndrome inflammatoire non spécifique. Et le syndrome inflammatoire non spécifique عنده polyclonal. Voilà. Donc le suivi, un examen ophtalmologique bien sûr. Donc هادشي اللي كاين. La protéinurie non. حيت هادي ce n'est pas le lupus. Le lupus c'est une atteinte glomérulaire اللي كدير لك la protéinurie par excellence. Voilà. Donc en guise de conclusion, le syndrome de Sjögren est une maladie auto-immune très fréquente. C'est la deuxième connectivité la plus fréquente après la polyarthrite rhumatoïde, comme petit rappel. C'est surtout quelque chose qui retentit sur la qualité de vie. Elle n'est pas très méchante, mais elle rend les patients un peu... Ils souffrent dans leur vie. C'est pour cela qu'il est important de savoir les prendre en charge et de connaître qu'il y a certaines complications à craindre et de les prendre et de les dépister dès les premiers signes. Il faut savoir qu'il n'y a aucun traitement systématique sauf le traitement symptomatique. Voilà. Donc on a terminé notre cours d'aujourd'hui.
Si vous avez trouvé ce cours utile, n'hésitez pas à laisser un like et un joli commentaire. Et on se verra bientôt, Inch'Allah. Bon courage.